Bonjour, bonsoir, bienvenue au dernier grand magazine économique, dernier grand rendez-vous économique, on pourrait dire, de janvier 2024. Comme vous savez, pour les mois de janvier, on a toute une série d'émissions. On a bien commencé avec le ministre de l'économie et des finances le 1er janvier. Le 2 janvier, on avait le gouverneur de la Banque centrale. Ensuite, Pierre-Marie Boisson répondait au nom du secteur des affaires comme économiste. Et on a eu également France Duval pour l'aspect politique interne. Et dimanche dernier, on était du côté de Santo Domingo pour parler des élections dominicaines. Il y aura les élections générales en République dominicaine cette année, ce qui intéresse Haïti. Et pour boucler la boucle, comme aurait dit mon cher ami, eh bien, on va avoir du côté des États-Unis notre ami, ancien chroniqueur sportif de Radio Métropole et qui est professeur à l'Université de Virginie, qui va nous parler des élections présidentielles aux États-Unis en novembre prochain. Robert Faton, bonne année, on est encore en janvier, bonne année 2024. Bonne année également, et je suis très content avec les auditeurs, les auditrices de Radio Métropole. Donc, on peut commencer quand tu voudras. Bien sûr, on sait que cette année sera une année assez spéciale, pas seulement aux États-Unis, mondiale, quand il y a des milliards de gens qui iront aux urnes et pas des moyennes, les États-Unis, chaque 4 ans, on le sait bien. On vient d'en parler de la République dominicaine, maintenant on ferme avec les États-Unis, particulièrement du côté de Washington, où ça va faire du bruit, car on se rappelle très bien, un 6 janvier, Donald Trump refusait de sortir de la Maison-Blanche, on pourrait dire. Tout ce qui s'est passé au niveau du Capitole, ça, c'est pas les États-Unis. Voilà un pays, vous connaissez bien les sciences politiques dans ce pays. Comment ça a évolué pendant ces dernières années pour se retrouver avec des transitions démocratiques qui ne sont pas normales aux États-Unis, comme on pourrait le dire? Bon, il y a eu pas mal de problèmes avec les élections présidentielles de la dernière fois. C'était d'une certaine manière une réponse au Covid, parce qu'on avait changé certaines lois électorales dans quelques États et M. Trump avait déclaré que ça c'était illégal, c'était pas constitutionnel. Et quand il a perdu l'élection, il a déclaré bien sûr que les élections avaient été truquées et qu'il avait en fait gagné les élections. On sait maintenant, bien sûr, qu'il avait perdu les élections, même s'il se plaint toujours que les élections avaient été truquées. C'est clair et net qu'au point de vue des voix populaires, il avait perdu l'élection. Mais ça ne change rien avec M. Trump. Jusqu'à présent, c'est le même discours. Et il a une assise populaire qui est très forte. Et c'est une assise populaire qui semble être encore répliquée dans les primaires, les deux premières élections primaires au Parti républicain. Donc il y a des tensions d'un autre côté, du côté de M. Biden, le président actuel. On voit qu'il y a également eu un essai de punir tous les gens qui avaient été associés avec M. Trump. Nous voyons par exemple avec les événements de janvier, de 6 janvier, que pas mal d'individus ont été en fait emprisonnés. Et nous voyons également que même des gens de son gouvernement voient des problèmes assez graves. Jusque ce matin, on pouvait voir que Peter Navarro, qui était un des ministres, des importantes figures du gouvernement de M. Trump, a été en fait, il ira probablement en prison parce qu'il n'a pas voulu répondre au Congrès. Donc nous avons des deux côtés une véritable lutte pour, si vous voulez, les cœurs et les votes des Américains. D'un autre côté, si vous regardez les sondages, eh bien, la plupart des Américains voudraient avoir une autre élection, c'est-à-dire ni M. Biden, ni M. Trump, mais d'un autre côté, bien sûr, je crois que cette élection sera encore la même élection que nous avions eue la dernière fois. Les deux hommes qui approchent, l'un approche 80 et l'autre a plus que 80. Donc c'est une élection de gens très très âgés et pas mal de jeunes et pas mal d'Américains se demandent pourquoi ces deux individus. Mais ils semblent toujours être assez populaires dans leur propre parti et je ne vois pas de changement ou bien d'alternative à ces deux candidats, à moins que quelque chose de très grave arrive, soit ce soit la santé de M. Biden ou que ce soit tous les procès que confronte M. Trump.
que M. Trump pourrait même être en prison à l'heure des élections. Mais même ça, je ne crois pas que ça changerait les données. Avant d'entrer en détail dans les élections, Biden versus Trump, essayons de voir ce qui se passe au niveau mondial. Les États-Unis sont réputés comme les champions de la démocratie, donneurs de leçons en quelque sorte, voulant construire des nations à travers leur propre modèle. Est-ce que ce que montrent actuellement les États-Unis, peut-on dire que la démocratie est en danger? Après, je ne sais pas si la démocratie est en danger. Je crois qu'on exagère un peu ce qui se passe aux États-Unis, mais ce qu'il y a de vrai, je pense, aux États-Unis, c'est qu'il y a une lutte culturelle pour le pouvoir. Ce n'est pas véritablement l'économie. Bien sûr, il y a des différences entre démocrates et républicains, mais en fait, les différences ne sont pas énormes, mais les différences sont très poussées au point de vue culturel, que ce soit les droits des homosexuels, du transgender, que ce soit l'histoire que nous avons vue à certaines universités, au point de vue de l'inclusion. Nous avons vu que 2 présidentes d'universités et de grandes universités aux États-Unis, en fait la plus grande université, si vous voulez, des États-Unis, Harvard, ont été lynchées, en fait, parce qu'elles avaient des réponses qui n'avaient pas plu au Congrès. Donc là, c'était une question culturelle. Et nous avons, au point de vue international, bien sûr, cette question d'Israël. Et nous avons un lobby israélien aux États-Unis qui est très puissant. Et donc, dire quelque chose qui soit contre Israël, c'est quelque chose d'assez dangereux pour ceux qui ont des positions importantes. Donc, tout le monde est attaqué comme anti-juif ou bien antisémite. S'il y a une critique, si vous voulez, de l'État d'Israël, ou s'il y a une critique des positions du Premier ministre Netanyahou vis-à-vis Gaza, les bombardements se multiplient, les Palestiniens meurent en masse, mais critiquer Israël, c'est très difficile, surtout dans les médias traditionnels, que ce soit les networks qu'on appelle les CBS, les ABC, NBC, Fox, MSNBC, ils sont tous du côté d'Israël. Il y a très peu de critiques profondes de ce qui se passe entre les Israéliens et les Palestiniens. Donc ça fait partie maintenant des luttes de culture aux États-Unis et surtout aux universités. Et beaucoup de jeunes se mettent maintenant du côté des Palestiniens et ça a provoqué une réponse assez farouche des défenseurs de l'État d'Israël. Vous parlez de bataille culturelle, mais est-ce que ça a changé la sociologie politique aux États-Unis dans la mesure où, normalement, les républicains devaient se retrouver dans le camp, ce qu'on appelle des riches, et l'aspect urbain, les démocrates défendant, je pourrais dire, classe moyenne et pauvre, mais si on regarde ce qui se passe actuellement aux États-Unis, Trump, comme populiste, il retrouve quand même un support massif du monde rural. Comment expliquer ce changement? Et on reproche aux démocrates d'être peut-être trop proches de New York, de Washington, de Northeast, ou encore même des grandes villes. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sociologique? Ça a changé depuis quelques années, parce que même l'élection de Trump contre Hillary Clinton, il y avait un mouvement du côté urbain vers Madame Clinton, et il y avait également les classes aisées et éduquées votaient Clinton, votaient démocrate. Tandis que le peuple, si vous voulez l'appeler ainsi, la classe moyenne sans éducation, les travailleurs sans éducation, et bien sûr ceux qui ont perdu dans le processus du globalisme. Ils ont tous voté pour M. Trump. Et ce phénomène démographique est encore plus poussé maintenant. Si on regarde les 2 premières élections primaires cette année, celle du Iowa et celle du New Hampshire, on voit clairement que le vote massif pour M. Trump venait
des classes qui étaient plus ou moins les classes moyennes et ceux qui n'avaient pas une éducation universitaire. Par contre, Madame Nikki Haley, qui est le challenger de M. Trump, faisait de très bons scores dans les zones urbaines et dans les zones universitaires. Par exemple, si vous regardez la carte démographique du New Hampshire, il y a la ville de Hanover, c'est une ville universitaire, un des grands collèges des États-Unis se trouve là, c'est Dartmouth. Et là, tous les gens, il y avait, je crois qu'à peu près 80% de la population de cette zone votaient pour Nikki Haley, qui était présentée comme une alternative à M. Trump. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que beaucoup de personnes ont pu voter au New Hampshire. Il y a beaucoup d'histoires bureaucratiques afin de le faire, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez être un démocrate et vous pouvez, en fait, voter dans les primaires pour les républicains. Et pas mal de jeunes à Dartmouth ont voté d'une manière stratégique pour Mme Haley parce qu'elle représentait l'alternative à M. Trump. Mais ces gens qui sont ces universitaires, ce sont des gens qui viennent des classes véritablement possédantes et très, très aisées. Aller à Dartmouth, c'est une affaire de 75 à 80 000 $ l'an. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller à Dartmouth. Et les côtés universitaires, les professeurs d'habitude votent également pour les démocrates. Mais il y a quand même une crise qui est poussée par la guerre entre Israël et les Palestiniens. C'est que beaucoup de jeunes qui s'étaient identifiés avec le Parti démocrate commencent à être véritablement opposés à la politique étrangère de M. Biden vis-à-vis d'Israël. Il y a beaucoup de manifestations contre la position de M. Biden, contre envoyer les armes américaines à Israël afin de bombarder, par exemple, Gaza. Donc il y a un mouvement un peu compliqué dans les différentes couches sociales et M. Biden fait face à un problème qui est le problème de la jeunesse. Les jeunes ne s'identifient plus autant avec M. Biden pour l'année prochaine, pour cette année, pour les élections de cette année, quand on compare aux élections d'il y a 4 ans. Donc il y a un problème pour M. Biden, sa popularité est assez mauvaise. Les derniers sondages donnent M. Biden à 39% contre 54% qui ne l'aiment pas. Donc, c'est un problème. Mais de notre côté, M. Trump est très populaire avec les couches populaires, si vous voulez, du Parti républicain, mais il n'est pas très populaire avec les indépendants et certainement pas avec les gens qui vivent dans les grandes villes et qui ont une éducation universitaire. Donc, vous avez un chambardement, si vous voulez, du côté démographique qui change les données. Et il y a d'autres candidats qui pourraient en fait changer quelque chose. Il y a la candidature du fils de Bobby Kennedy, Robert Kennedy, qui est un candidat et il se positionne comme un populiste également. Il est entre M. Biden et M. Trump, mais de notre côté, il est très, très pro-Israël. Donc, c'est difficile de le voir, capturer, si vous voulez, l'électorat jeune. Mais ça pourrait causer quelques problèmes pour les deux candidats. Et c'est pour quel parti? Vous avez 3 candidats à l'élection de cette année. On peut se retrouver dans la même situation qu'il y avait au début des années 90, quand M. Ross Perot, qui fut un millionnaire, un billionnaire en fait, s'était présenté et il avait pris pas mal de votes de M. Bush et cela a facilité l'élection de M. Clinton. Donc on pourrait avoir quelque chose de semblable, c'est à savoir si les votes qui iraient par exemple vers M. Kennedy, ce sont des votes qui auraient été d'une autre manière vers M. Biden. Il faudra attendre pour voir tout cela. Mais Kennedy est proche du Parti démocrate. Est-ce qu'il va aller comme indépendant ou encore sur le Parti démocrate? En fait, monsieur Kennedy, il a une position assez populiste, surtout quand il s'agit de l'histoire de Covid et
et des médicaments qui avaient été prescrits pour Covid. Il était tout à fait contre tout cela. Et ça lui a donné, si vous voulez, un côté de candidat de droite populiste. Mais d'un autre côté, il est également assez libéral vis-à-vis des questions culturelles. Et il a le support, bien sûr, de l'aile pro-Israël, puisqu'il est pro-Israël. Donc, il faudra savoir si les indépendants iraient vers monsieur Kennedy, et si ce sont les mêmes indépendants qui auraient voté pour monsieur Biden. On ne sait pas, je crois que c'est bien trop tôt pour décider de ce qui va se passer. Il faudra voir ce que l'économie, si l'économie va continuer à marcher, si les salaires vont augmenter, si l'inflation va baisser. Il faudra voir également ce qui se passe en Ukraine, au Yémen, en Iran, au Moyen-Orient et la Chine. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore dans le flou et qui n'ont pas de détermination concrète jusqu'à présent. Si ce qui se passe en Ukraine continue et il y a une défaite de l'Ukraine, à ce moment-là, ce serait véritablement un échec total pour M. Biden. Si la guerre éclate entre les États-Unis, Israël et l'Iran, ça, ce serait encore une question véritablement essentielle dans la lutte pour l'élection à la Maison-Blanche cette année. Donc, beaucoup de choses qui ne sont pas encore tout à fait claires peuvent changer les données d'une manière très brusque. Il faut attendre. Économie, politique internationale, tout ce que nous allons discuter au cours des deuxième et troisième parties. Vous suivez le dernier grand rendez-vous économique de janvier 2024, notre invité Robert Fatton à partir des États-Unis. Vous suivez le dernier grand rendez-vous économique de janvier 2024. Notre invité, c'est Robert Fatton. C'est notre cinquième, pour ne pas dire sixième, dernier rendez-vous de janvier 2024. Le mois a été assez long et on termine avec les élections américaines. Robert, tu parlais tantôt de l'économie, de la politique internationale. Si on fait un retour en 1992, la fameuse déclaration de James Carville, « It's the economy stupid ». Est-ce que maintenant on devrait dire « It's the migration stupid ». Est-ce que vraiment ça a changé radicalement? Si on commence d'abord avec la situation économique, c'est presque le plein emploi, le taux d'inflation a diminué, tu parlais tantôt de salaire, et la croissance économique a été même plus forte que prévu pour l'année 2023. En général, lorsque l'économie va, eh bien, les électeurs choisissent pas seulement celui qui est au pouvoir, mais la situation est intéressante. Pourquoi l'économie n'aide pas assez, je pourrais dire, Biden? Est-ce cette révolution culturelle, est-ce cette bataille culturelle qui empêche que l'on voit que ça va mieux aux États-Unis? Je pense que l'économie est toujours la chose dominante. Mais il y a les faits économiques, les faits de statistiques, si vous voulez, et puis la réalité quotidienne. Ce qui se passe, c'est que la perception des Américains, ceux qui ne sont pas dans la classe aisée, que l'inflation est bien plus prononcée que les statistiques le disent. Si vous allez, par exemple, au supermarket, on peut dire que l'inflation a baissé, mais c'est quand même une inflation assez sérieuse et ça coûte très cher maintenant d'acheter de la viande, d'acheter des œufs, le lait et tout ça. Donc il y a une croissance économique qui dépasse les données qu'on pensait. Mais malgré tout, la perception des gens, c'est que l'inflation est bien plus importante et que l'inflation mange les salaires. C'est juste le contraire de ce que M. Biden veut faire croire aux Américains. Et c'est difficile c'est très difficile de changer cette perception, à moins que l'économie véritablement démarre d'une telle manière et les salaires démarrent d'une telle manière qu'ils sentiraient un bien-être immédiat. Mais la vérité est que le chômage est très bas, l'économie va un peu mieux, mais c'est cette perception de l'inflation qui, je pense, élimine toute cette donnée statistique. On peut lire le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, et tous se demandent la même question.
pourquoi les Américains pensent-ils que l'économie ne marche pas alors que les données statistiques disent que l'économie marche? Mais je pense que ça, c'est quelque chose il faut voir autrement. Il faut voir comment l'Américain, comme ils disent, the average American, quand il va au supermarché, ce qu'il voit, il voit quelque chose d'assez différent. Il ne pense pas, en fait, que les prix ont baissé d'une telle manière. Il y avait eu une accélération profonde pendant les 2 premières années et cette accélération a diminué, mais les prix sont toujours très élevés et les gens regardent ces prix et se demandent, eh bien, ce n'est pas véritablement ce que le gouvernement nous dit. La vérité, là, c'est bien sûr comment les Américains perçoivent cette vérité. Le ressenti, c'est bien ça. Et pour changer cette donnée, c'est très compliqué. Il faut voir quelque chose de politique. Et jusqu'à présent, l'administration Biden n'a pas pu, en fait, changer la perception de la grande majorité des Américains qui pensent toujours que l'économie ne va pas aussi bien qu'on le pense. En général, les économistes en croient par rapport à votre science, la science politique, que les sciences économiques sont beaucoup plus rationnelles, sont beaucoup plus solides en termes d'économétrie, de mathématiques, mais il paraît que la psychologie, les attentes rationnelles, c'est difficile à changer. Le ressenti, c'est pas trop facile quand même. La perception est forte, comme vous venez de dire, et Robert. Oui. Mais l'autre chose, c'est l'âge aussi de M. Biden qui complique les choses. L'âge de M. Biden, et on a l'impression, même chez les démocrates, que M. Biden est un homme qui ne domine pas, en fait, toutes les données politiques, la politique étrangère, etc., que c'est un homme fatigué et que c'est quelqu'un qui a perdu, d'une certaine manière, ses fonctions vitales, pas entièrement, mais qui est en train de les perdre. On le voit très fragile quand il marche, quand il voyage. Ce n'est pas quelqu'un qui donne l'impression d'une vitalité énorme. On le voit par exemple dans ses discours. Ses discours sont difficiles à suivre parce qu'il parle d'une telle manière qu'il est un peu perdu dans le discours. Parfois on le voit perdu sur la scène même du discours. Donc il y a un malaise vis-à-vis de M. Biden parce qu'on le voit fatigué et âgé. Donc ça va jouer. Je pense que malgré l'âge de M. Trump, qui n'est pas un jeune homme, mais M. Trump semble être plus dynamique que M. Biden. Et ça, c'est quelque chose également qui vient de la perception des Américains. C'est on ne sait pas véritablement si M. Biden a perdu toutes ses fonctions, mais on sait qu'il semble être un homme très fragile. Donc on a vu les forces et les faiblesses de Biden. L'économie est en bonne santé, mais comme vous avez si bien dit là, à savoir ce qui se passe au niveau physique, parce que subir ces pressions-là, tant au niveau interne qu'au niveau externe, tu as parlé d'aspect culturel, tout ce qui se passe en Ukraine, qui se passe du côté de Gaza, donc les Américains ont peur également, donc il faut avoir quelqu'un à la Maison-Blanche qui pourrait gérer tout ça. Mais si on traverse de l'autre côté, en Haïti, on avait quelqu'un qui s'appelait Serge Beaulieu. C'est un chroniqueur politique qui aimerait dire que l'Américain est un peuple moral. Ce qui voulait dire, on se rappelle Gary Hart qui avait tellement de problèmes pour une affaire sexuelle. Mais aujourd'hui, est-ce que les Américains n'ont plus cette moralité? Parce que tous les scandales venant du côté de Trump, dans le temps, tu as vécu plusieurs élections américaines, tu es vieux de la vie en ce sens. Trump ne serait même pas présent, en quelque sorte, dans la course. Comment Trump a pu quand même conserver cette position et ayant un avantage pour occuper la Maison-Blanche en dépit de tous ces scandales, et pas des moindres, attaquer même le Congrès américain? Je crois que les Américains ont changé au point de vue des scandales sexuels. On a été habitué avec M. Clinton. Clinton l'a échappé belle. Et depuis cette époque, je crois que tout est oublié maintenant au point de vue de ces scandales. D'un autre côté, je crois que M. Trump, je l'appelle le président Téflon, parce qu'on peut on peut l'accuser de n'importe quoi. Ça ne change rien. En fait,
vis-à-vis de ses supporters. Monsieur Trump avait même dit que si il était dans les rues de New York, il avait un revolver à la main, il tuait quelqu'un, ses supporters le supporteraient malgré tout. Donc il y a quelque chose de vrai, parce que monsieur Trump, je crois qu'il y a à peu près 90 procès contre lui maintenant. Certains procès pas aussi sérieux que d'autres, mais n'empêche, c'est une avalanche d'accusations et ça ne semble pas changer les données pour les supporters de M. Trump. Et plus on l'attaque, plus il est accusé d'être corrompu ou avoir des activités sexuelles qui ne sont pas tout à fait nettes. Eh bien, les gens disent que ce sont les démocrates qui l'attaquent et ce n'est pas étonnant. Ils ont tous peur de M. Trump parce que M. Trump, c'est un homme du peuple, ce qui est véritablement un peu bizarre puisqu'on sait que M. Trump est un millionnaire. C'est ça. Mais il y a cette allure de M. Trump. Il sait parler avec les classes moyennes et les classes ouvrières des États-Unis. Il a un don, je l'appelle un showman. Si on regarde ses discours, ses meetings, ce n'est pas véritablement très substantif. Ce sont des discours qui sont véritablement comme vous allez à un cirque et vous voyez le grand maître, si vous voulez, faire un discours, vous riez, vous êtes content, mais ce n'est pas véritablement quelque chose qui a une grande substance. Quand il parle par exemple de l'Ukraine, il dit, bon, moi, quand je serai président, en 24 heures, je vais résoudre le problème de l'Ukraine. On lui demande, mais comment? Il dit, ah, ça c'est quelque chose de stratégique, je ne peux pas vous dire, parce que ça, bien sûr, dévoilerait ma stratégie. C'est comme ça qu'il parle. Et les gens, d'une manière ou d'une autre, enfin la moitié du peuple américain, y croient. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est quelque chose qui est dans la personnalité même de M. Trump. Et il y a également une certaine vision de M. Trump comme celui qui, pendant son premier mandat, avait commencé à changer certaines choses du point de vue économique, qu'il avait également, il n'y avait pas eu de guerre en fait sous M. Trump, qu'il y avait la paix, que l'économie, malgré le Covid, avait quand même pu marcher. Et il y avait quelque chose qui est tout à fait contre la pensée républicaine. Sous M. Trump, beaucoup d'argent avait été distribué au peuple américain, surtout pour les gens qui ne pouvaient pas travailler. Et ça avait changé, en fait, certaines perceptions. Et M. Trump se défend également, par exemple, la sécurité sociale, alors que c'est une des instances où les républicains, d'habitude, attaquent la sécurité sociale. Et si on regarde Mme Haley avait déclaré qu'il fallait changer la sécurité sociale. Et tout d'un coup, M. Trump avait des publicités contre Mme Haley et il disait, vous voyez, cette femme-là, elle va détruire la sécurité sociale. C'est quelqu'un qui vient de l'élite et c'est quelqu'un qui va vous détruire. Donc, M. Trump, c'est un populiste. Il a un langage qui va de droite à gauche, qui est flou, mais qui, malgré tout, captive une grande partie de l'électorat américain. Si on regarde les derniers sondages, il semble devancer M. Biden de 2 ou 3 points. Et M. Trump, il n'a pas besoin de véritablement gagner le vote populaire, il a besoin de gagner les États qui lui donneront la victoire au collège électoral. Et il est possible encore que M. Biden le vote populaire bien plus élevé que M. Trump, mais qu'il perdrait l'élection parce que M. Biden, il va gagner l'État de New York, il va gagner l'État de Californie, c'est très clair, et ce sont des États qui ont une très large population, mais des États comme le Wyoming, comme le South Dakota, ce sont de petits États, mais ils ont des votes très importants au point de vue du collège électoral. Qu'est-ce que vous dites de la Floride? Déterminée par ce qui se passe au Michigan, en Géorgie et en Pennsylvanie.
et peut-être en Arizona. Et là, il semble que M. Trump soit en bonne position. L'autre issue qui est très importante, c'est l'immigration. Et là... Avant d'y arriver, Hubert, pendant que tu étais au niveau des États, tu n'as pas cité la Floride. Est-ce que la Floride est contrôlée maintenant par les républicains? Oui, M. Trump, je crois, va gagner assez facilement la Floride maintenant. Ah bon? Et je crois, et vous avez également DeSantis qui est le gouverneur. Et quand on est gouverneur, on peut pousser, si vous voulez, l'électorat d'une certaine manière. Je ne vois pas la Floride comme un État qui est maintenant ce qu'il fut il y a peut-être une dizaine d'années. C'est un État qui a toujours été entre les deux, mais je crois... Donc c'est plus un swing state alors? A une très bonne chance de gagner l'État de Floride. Il vit maintenant en Floride. Il s'identifie comme quelqu'un de la Floride. Georgia récemment a émergé comme un État qui pose des problèmes pour la victoire de la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous pensez de Georgia? Là, ça sera très intéressant. Parce que, bien sûr, ce fut un coup de tonnerre quand M. Biden a gagné la Georgia. Il semble que maintenant, ça bouge un peu plus du côté de M. Trump et que la Georgia va être poussée encore vers les républicains. Et si on regarde ce qui se passe en Georgia, on peut voir que M. Trump est un homme très chanceux. Parce que vous savez, il y a ce procès contre M. Trump en Georgia, parce que Trump avait déclaré, enfin pas déclaré, il avait téléphoné à celui qui était en charge du conseil électoral en Géorgie qu'il avait besoin de 10 000 votes afin de gagner la Géorgie. Et ça avait été présenté comme quoi M. Trump voulait changer d'une manière inconstitutionnelle le résultat de la Géorgie. Et ce que nous voyons maintenant, c'est que la femme qui était contre M. Trump, qui a déclaré qu'elle le mettait en procès, cette femme maintenant a des problèmes très sérieux parce que l'avocat qu'elle avait engagé afin de prosécuter M. Trump, cet avocat-là, c'est quelqu'un qui était marié mais qui a eu une affaire avec cette femme. Et il se peut que tout cela va être chambardé. Donc ce procès peut-être n'aura même pas lieu. Et c'était un des procès que les démocrates voulaient voir parce qu'ils penseraient que c'était un des procès où M. Trump aurait peut-être perdu. Mais encore, M. Trump a cette chance. Les choses semblent bouger maintenant de son côté, que ce soit les procès, que ce soit les sondages. Il y a quelque chose qui semble être dans l'air, qu'on veut un changement encore de gouvernement. Mais comme je le dis, il faut avoir certaines précautions parce que nous sommes, il y a 9 mois encore avant ces élections et tout peut changer, la politique extérieure, l'économie et tout ça. Mais M. Trump se trouve en bonne position maintenant, en janvier 2024, pour être réélu. Mais c'est quelque chose qui pourrait changer. Parlant des faiblesses de Biden, on a omis de parler de la vice-présidente Kamala. Et un sondage a révélé que c'était peut-être l'une des vice-présidentes les moins populaires de l'histoire des États-Unis. Est-ce que ça peut déranger également? Enfin, je ne sais pas. Quand les Américains votent, je ne crois pas qu'ils votent pour le vice-président. Mais de notre côté, vu l'âge de M. Biden, exactement, la position de vice-présidente est une position qui est une position clé. Et Mme Kamala Harris n'est pas très populaire. Bien que maintenant, ce qui est assez étonnant, elle est plus populaire que M. Biden. Ça fait peur pour les démocrates. Un petit changement. Mais elle n'est pas encore très populaire. M. Biden lui avait donné le dossier de l'immigration et ça n'a pas bien marché. Elle semble être plus ou moins écartée des décisions les plus importantes de M. Biden. Donc elle est plus ou moins marginalisée et c'est quelqu'un qui a eu une mauvaise presse également. Donc sa popularité n'est pas aussi élevée qu'on pourrait le penser parce que quand elle avait été choisie parce que c'était une femme de couleur, c'était une femme
qui était un sénateur d'un des grands États des États-Unis, celui de la Californie, et on pensait que ça lui donnerait à Biden un petit coup de pouce. Mais je crois qu'elle a finalement rien apporté du point de vue stratégique à M. Biden, et je ne sais pas si elle sera un peu plus populaire quand l'élection va véritablement commencer d'ici 6 mois, quand les républicains et les démocrates vont s'affronter. Il faudra savoir également qui sera le vice-président des républicains, si c'est M. Trump qui est le candidat. Et M. Trump a déclaré récemment qu'il avait une très bonne idée de celui ou de celle qui deviendrait vice-président pour M. Trump. Comme expert en politique américaine, est-ce que ça s'est fait déjà qu'un président, analysant la faiblesse de sa colistière ou de son colistier, à savoir la vice-présidente, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un changement de Kamala pour avoir soit un Kennedy ou encore quelqu'un d'autre pour donner une nouvelle image à l'équipe démocrate face à M. Trump? Ce serait très difficile là, de changer quand la course électorale a déjà commencé, Madame Kamala Harris. Je ne vois véritablement pas de changement. Parce que ce serait difficile. C'est une femme de couleur, et la chambarder, ça ne jouerait pas bien, même si elle n'est pas très populaire, ça ne jouerait pas bien avec la base du Parti démocrate. Donc je crois que nous avons un ticket Biden-Kamala Harris, et que nous aurons probablement un ticket avec M. Trump, et je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 candidats qui seraient très proches de M. Trump. L'un, c'est celui de Vivek Ramaswamy, qui est une nouvelle figure du Parti républicain. L'autre, c'est un noir et sénateur de l'État de la Caroline du Sud, Tim Scott. Et l'autre possibilité, c'est une femme qui est gouverneure du South Dakota, Krista Noem. Et ces 3 candidats, ces 3 possibilités sont des gens qui sont très très proches de M. Trump. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'un des 3 soit finalement le choix de M. Trump. Pour terminer cette deuxième partie, Barack Obama. Son nom est cité très souvent dans les meetings politiques de Donald Trump. Il semble troubler le sommeil de Donald Trump. Parfois, il oublie même le président pour parler d'Obama. Est-ce qu'Obama va jouer un rôle important, comme il l'a fait lors des dernières élections, particulièrement du côté de la Géorgie? Oui, je pense que M. Obama, pas seulement qu'il va jouer, mais je pense qu'il joue à l'heure actuelle un rôle très important dans le Parti démocrate. Beaucoup de ses conseillers sont en fait à la Maison-Blanche à l'heure actuelle. Et beaucoup d'experts politiques qui vivent à Washington disent que l'influence de M. Obama est très grande à la Maison-Blanche à l'heure actuelle. Il y a également des dîners entre M. Obama et M. Biden. Ils parlent de stratégie, et il y a des gens qui disent que M. Obama est un peu critique de la stratégie électorale de M. Biden. Je crois qu'il va jouer un rôle très, très, très important. Et je pense que ce n'est pas simplement Barack Obama, je pense également que Michelle Obama va être quelqu'un qu'il faudra surveiller à propos de son évolution politique, et qu'elle va participer également à cette élection. Donc les Obama sont toujours très populaires avec les démocrates et dans l'appareil du Parti démocrate. Donc leur rôle va être très important. À t'écouter là, l'homme des Obama plane encore sur la Maison-Blanche, et ça peut alimenter la révolution culturelle. On va prendre une pause. Oui. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le dernier grand rendez-vous économique de janvier 2024. On a vraiment eu un mois très chargé avec différentes interventions, tant sur le plan local avec des autorités économiques et financières, et également sur le plan international, particulièrement la politique internationale qui domine le monde, une année électorale, et particulièrement notre grand voisin, les États-Unis. Et on est du côté des États-Unis avec Robert Fatton.
Robert Fatton, je pense que nous avons beaucoup développé des points. On va surtout parler d'Haïti, la migration dans la dernière partie. Mais pour faire la transition, on parlait de révolution culturelle. Il y a tout ce mouvement de DEI qui a posé des problèmes dans cette révolution culturelle ou encore cette bataille culturelle, à savoir comment les Obama ont pu changer un petit peu la donne, mais pas tout à fait à l'avantage, je pourrais dire, des classes minoritaires aux États-Unis, les Noirs en particulier. Donc, comment Obama a-t-il pu quand même étendre son pouvoir après ces 2 mandats? On dit que c'est grâce à lui que Biden est encore à la Maison-Blanche et il pourrait influencer pour un 4e mandat des démocrates, entre eux, bien sûr, et Trump. Comment vous voyez tout ça, en quelque sorte, cette influence des Obama au niveau de la politique américaine? Je pense qu'il y a quelque chose de très important parce que c'est dans la personnalité même de M. Obama. M. Obama est vu comme un jeune, et il était assez jeune quand il est devenu président, charismatique, intelligent, pas corrompu. C'était quelqu'un qui était perçu comme un homme en fait du centre, qui n'était pas véritablement à gauche, pas véritablement à droite, qui était capable de naviguer les eaux politiques des États-Unis. Du point de vue culturel, il faut se rappeler que quand M. Obama est devenu président pour la première fois, il n'était pas partisan d'un chambardement culturel. C'est venu graduellement et finalement c'est devenu une des choses importantes de son mandat. Mais je crois que M. Obama va être surtout... on va penser à M. Obama au point de vue de la santé. Il ne faut pas minimiser ce qu'il avait fait avec la santé, ce qu'on appelle Obamacare. C'est quelque chose que les républicains sont continuellement en train de critiquer, mais je le vois très très mal qu'ils changent cela. Parce que c'est un programme qui est très populaire, même si ce n'est pas exactement un programme qui offre une pension, si vous voulez, à 100%, mais c'est quelque chose qui aide beaucoup d'Américains. Et la santé, c'est un problème très important aux États-Unis. Ça coûte très cher et si on n'a pas une assurance, c'est une catastrophe. Donc, ce que M. Obama a fait, c'est surtout le Obamacare. Au point de vue culturel, je crois que c'est surtout les républicains qui sont dans l'attaque contre M. Obama, mais je crois que ces changements culturels, ça va être très difficile de les éliminer. C'est rentrer dans comme on dit ici, le day-to-day common living. Que ce soit pour les homosexuels, transgender et tout ça, eh bien tout ça, ça a passé et chambarder ça, je ne le vois pas pour le moment. Ce sont des changements qui sont même maintenant dans la loi américaine, donc ce serait très difficile. L'autre problème c'est un des acquis des démocrates, c'est l'avortement. Et on sait que la Cour suprême a voulu changer, en fait, comment l'avortement peut être légal aux États-Unis. Chaque État, maintenant, doit décider. Mais attaquer l'avortement, c'est quelque chose qui va soulever, surtout du côté du vote des femmes, beaucoup de contestation. Donc ça, c'est un problème pour les républicains. L'avortement... on peut changer peut-être le nombre de semaines et tout ça, mais essayer d'abolir l'avortement, c'est quelque chose qui passera très mal dans l'électorat américain. Et ce n'est pas étonnant que M. Trump, maintenant, il déclare qu'il faut avoir une loi nationale, il faudrait avoir un consensus que l'avortement pourrait être une procédure qui pourrait être légale jusqu'à 16 semaines. C'est à savoir si les Américains vont véritablement supporter ça, mais c'est une des batailles, si vous voulez, culturelles, qui est très importante. Et pour les femmes, l'avortement, c'est un acquis et ils ne veulent pas voir ça changer. Entrons maintenant dans
la question qui fâche aux États-Unis actuellement, c'est l'aspect migratoire. On sait que ça va dominer les élections. Nous, Haïti, on est très intéressés parce que le programme mis en place par M. Biden concernant l'humanitaire, on se rappelle très bien tout ce qui s'est passé sur la frontière du côté de Texas ou encore du côté de la Californie, l'image des Haïtiens. Donc, on a plus de 100 000 Haïtiens déjà qui ont bénéficié de ce programme. Est-ce qu'il y a une possibilité, en cas d'une victoire de M. Trump, de bloquer ce programme et ensuite, même des Haïtiens qui sont là-bas, bon, je pourrais dire les immigrés qui ont bénéficié, de les retourner, cette fameuse déclaration qu'il a faite, en un jour, il va déporter des gens. Comment nous, à quoi doit-on s'attendre? Je crois qu'il y aura un durcissement du côté de M. Trump, mais je ne sais pas s'il pourra véritablement avoir ce déportement massif dont il parle. Parce qu'il y a des lois, et il faut passer par toutes sortes de systèmes juridiques afin d'abolir tout cela. Mais Robert, ce qui est vrai, non. Alors Robert, oui. Il a dit qu'en un jour, il sera un dictateur pour un jour. Pardon, je n'ai pas entendu. Il a dit qu'il sera un dictateur au moins pour une journée. Oui, monsieur Trump parle beaucoup. Quand il était président, il avait bien déclaré qu'il sortirait de l'Afghanistan. Ça n'a jamais... Les militaires ne se sont même pas occupés de ce que M. Trump disait. Donc M. Trump, il a le langage facile, mais c'est une autre histoire que de transformer ce langage en loi aux États-Unis. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y aura un durcissement. Et si on voit la politique même de M. Biden, c'est une politique qui bouge de plus en plus vers du côté de M. Trump. En effet. Ce n'est pas M. Trump qui bouge vers M. Biden, c'est le contraire. M. Biden même dit que le mur n'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc les données au point de vue immigration sont du côté, en fait, je pense, de plus en plus du côté de M. Trump, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. D'après les sondages au New Hampshire, qui est un État plus ou moins modéré, eh bien, il y avait comme quoi 60% de la population qui disait que l'immigration, c'était la chose la plus importante. Chose étonnante dans l'État du New Hampshire, parce qu'il y a très peu d'immigrants au New Hampshire. Ah, en effet. Mais ça veut dire que M. Trump a eu la capacité de transformer l'immigration comme quelque chose qui est détrimental vis-à-vis de la population américaine. Et il a présenté les gens qui viennent surtout des pays du Sud, d'Haïti, de l'Amérique centrale, etc., comme des gens dangereux, et il y aurait même pu avoir des terroristes. Donc M. Trump a changé l'optique, si vous voulez, de l'immigration, qui était quelque chose que, sur laquelle les États-Unis, comme nation, ont été bâtis. Mais l'immigration actuelle, pour M. Trump, c'est quelque chose de très dangereux, et je pense qu'il a une capacité de transformer son langage en langage de plus en plus accepté par la population américaine. Donc, l'immigration est un problème, je pense, du côté pour les démocrates. Et on peut le voir avec les négociations à l'heure actuelle entre le Congrès et M. Biden à propos de l'aide à l'Ukraine. Les républicains pensent qu'ils ont une victoire s'ils peuvent attacher la question de l'immigration à l'aide à l'Ukraine. Si, par contre, M. Biden ne veut pas aller entièrement du côté des républicains, l'aide à l'Ukraine va probablement disparaître, ce qui serait une défaite stratégique pour M. Biden. Donc il est un peu coincé à propos de cette position. Donc on verra bien. Et avec la grande possibilité que M. Trump sera le candidat des républicains, ça va être très difficile pour les sénateurs et pour les congressmen républicains d'être contre le durcissement de la politique migratoire des États-Unis. Maintenant, est-ce que les 100 000 Haïtiens qui sont déjà là-bas, bon, on se rappelle qu'il y avait le TPS et Trump renouvelait ça régulièrement, est-ce que c'est un langage politique pour des élections
qu'il prend cette position radicale pour que sa base puisse dire, OK, d'accord, on veut protéger le territoire américain. Donc, est-ce qu'on devrait avoir moins de soucis, comme tu as si bien dit, les lois sont là, ce n'est pas facile de dire, OK, on va déporter les gens, tout ce que Biden avait fait, on va retourner sur ça. Donc, est-ce qu'on peut être plus ou moins quiet en ce sens? Je crois qu'on devrait être on devrait être calme, mais ce n'est pas dit que d'ici 2 ans, 3 ans, les choses ne changeraient pas. Mais le processus de changer ces lois, c'est un processus très compliqué et qui prend beaucoup de temps. Donc, M. Trump peut parler très fort, mais c'est difficile d'avoir un changement radical à propos de l'immigration. Ce que je pense qu'on verra, c'est que le mur sera construit s'il est président, et comme il dit, il a cette phrase, il dit « It's a beautiful wall », un magnifique mur. Ça, je crois qu'il va le construire, il va le terminer. Et ce sera un rempart qui peut-être diminuera l'immigration, mais je ne pense pas que ce sera une solution. Les Américains, finalement, ont à peu près 12 ou 13 millions, on dit, de non-citoyens aux États-Unis, et ce sont des gens qui vivent aux États-Unis, et je crois que finalement, il faudra accepter cette donnée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, du côté des Américains. Donc, on peut parler très fort, mais c'est difficile de changer les lois quand les lois sont très compliquées à transformer. Et le pouvoir du président est un pouvoir assez limité malgré tout. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a le Congrès, il y a la Cour suprême, il y a les cours dans chaque État. Donc, il y a beaucoup de remparts contre un changement profond aux États-Unis, quel que soit ce changement. Donc, je ne serais pas trop inquiété, ce qui ne veut pas dire que les Haïtiens qui voudraient venir après l'élection de M. Trump, si il gagne cette élection, ce sera beaucoup plus difficile de rentrer aux États-Unis. Ça, il n'y a aucun doute. Tout à fait. Pas seulement les Haïtiens, mais la plupart des gens qui veulent rentrer aux États-Unis et qui n'ont pas les papiers, eh bien, ces gens-là, ils auront beaucoup plus de mal à le faire. Parlant de ce mur, en fait, ça implique un autre pays qui s'appelle le Mexique. Chaque 12 ans, les élections mexicaines et américaines se retrouvent sur la même voie. Il y aura des élections en 2024 au Mexique. Qu'est-ce que ça va avoir comme implication et de friction que ces deux pays soient en période électorale? Et comme vous savez, le Mexique, c'est la gauche. Est-ce que ça va déranger un petit peu les cotes entre le Mexique et les États-Unis parlant de politique étrangère? C'est possible, on l'entend même aux États-Unis. Il y a des sénateurs et des congressmen qui disent qu'il faut envoyer des troupes américaines au Mexique si le Mexique, comme ils le disent, doesn't behave, si le Mexique, en fait, n'écoute pas ce que Washington dit. Je doute de cela. Les Mexicains et les Américains sont plus ou moins condamnés à avoir un compromis. Et je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Finalement, cette question de l'immigration, c'est une question que nous avons depuis les années 80 avec M. Reagan. Et les Américains, ils parlent beaucoup, mais finalement, ils sont bien obligés d'accepter une certaine réalité. Et ça peut renforcer le racisme, mais je ne sais pas si ça va transformer les lois. Donc, les Mexicains et les Américains, ils sont, comme je le dis, je crois qu'ils sont condamnés à avoir un compromis. Et à l'heure actuelle, il y a un certain compromis. Les Mexicains, plus ou moins, gardent ce qu'ils appellent ici des illegals, mais malgré tout, ils continuent à rentrer. Donc, je ne vois pas un grand bouleversement du point de vue d'immigration avec les Mexicains. Bien que M. Trump, s'il devient président, il a déclaré qu'il imposerait des sanctions au Mexique si le Mexique ne change pas sa politique vis-à-vis de la frontière. Mais tout ça, c'est beaucoup de paroles, et quand on est au pouvoir, il y a bien d'autres choses qui pourraient déranger ces paroles. Donc, et surtout avec M. Trump, qui parle beaucoup, mais jusqu'à présent, parler beaucoup ne veut pas dire que ce qu'il veut voir
deviendra réalité. Terminons encore avec la politique étrangère, laissons un petit peu l'Amérique, et bien qu'on pourrait jeter un coup d'œil du côté de l'Amérique du Sud, j'attends pour voir si Trump devait gagner les élections, sa rencontre avec le président Milei du côté de l'Argentine, quelle rencontre qu'il va y avoir. C'est vraiment deux personnalités riches en couleurs, très populistes. En fait, moi j'appelle Milei en Argentine Little Trump. Donc, Voilà. et finalement, c'est plus ou moins ça, mais M. Milei aussi voit que pas mal de choses qu'il avait dit pendant la campagne électorale, il ne peut pas le faire. Par exemple, l'idée qu'il va avoir le dollar comme seule monnaie en Argentine, c'est très compliqué à faire. L'idée qu'il va changer les données culturelles également, c'est très compliqué à faire. Et finalement, M. Milei aura une politique, je crois, une politique économique qui sera une politique de droite, comme les précédents régimes avant l'ère Kirchner. Donc, il y a des limites à ce que le pouvoir peut faire quand il y a des structures bien établies et quand on est également dans des pays où les fonctions économiques sont assez établies et qu'il y a des intérêts très puissants qui sont au pouvoir également, même si ce ne sont pas des pouvoirs qui ont été élus. Donc, le changement, c'est quelque chose de très difficile, qu'on soit de droite ou de gauche. Quand on arrive au gouvernement, il y a des contraintes qui sont très puissantes et qui empêchent le changement total qui a été promis. Donc, pour moi, que ce soit M. Biden ou M. Trump à la Maison-Blanche, je ne tremble pas. Je vois qu'il y aura peut-être une politique un peu plus à droite, et sur certains sujets très à droite, tandis que si c'est avec M. Biden, on sera au centre, ou bien il y aura quelques changements culturels qui seront du côté de gauche. Mais au point de la politique économique, je ne vois pas de très grands changements. En fait, la politique de Biden vis-à-vis de la Chine est très semblable à celle de M. Tout à fait, sur le plan économique. Donc, les choses changent, mais elles ne changent pas d'une manière radicale. Ce qui arrive, c'est qu'il y a eu des changements dans l'ordre international qui sont très importants. Le fait que la Russie semble gagner le conflit contre l'Ukraine, c'est quelque chose de très important et ça a créé bien sûr d'autres pôles politiques et stratégiques dans le monde. L'alliance potentielle entre les Russes et les Chinois, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'affaiblissement de l'Europe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc il y a un axe politique, Chine, Russie et peut-être ce qui va arriver avec l'Inde. On ne penserait jamais que le BRICS devient de plus en plus important avec des pays qui n'ont rien de semblable, comme la Chine, la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Brésil. Ce sont des pays qui n'ont pas les mêmes idéologies, qui viennent de toute autre chose, mais qui veulent défendre leurs intérêts nationaux. Et ça, c'est un côté très important pour ça. Il faudra savoir si BRICS deviendra un autre pôle dans la stratégie de l'ordre mondial. Le dernier mot serait avec Poutine. Tu as connu une longue carrière comme enseignant politique aux États-Unis. Je ne pense pas que tu aies vu un président républicain si proche, je ne dirais pas de la Russie, pro-russe, mais pro-Poutine, qu'on dirait. Qu'est-ce qui se passe en quelque sorte dans la perspective d'une victoire de Trump avec M. Poutine? Je crois qu'on a exagéré énormément la proximité entre Poutine et Trump. Je crois que ça a été quelque chose qui a été un peu fabriqué. Il y avait eu cette histoire-là le côté sexuel, soi-disant, qu'il avait eu à Moscou et que les Russes avaient, enfin, certaines choses qu'ils pourraient utiliser si M. Trump avait une politique anti-russe. Mais je ne crois pas que il y avait beaucoup de vérité là-dedans. Je crois que ça a été très exagéré du point de vue des démocrates. Et quand on regarde la politique de M. Trump vis-à-vis de la Russie, c'était une politique musclée, en fait. Et ce n'était pas une politique de souplesse. Et
Mais M. Trump, quand il parle, il dit certaines choses que les Américains n'aiment pas entendre. Je me rappelle très bien qu'à un moment donné, il était, je crois que c'était sur 60 Minutes, on lui a demandé, mais M. Poutine, c'est un dictateur, il tue des gens, et il a regardé celui qui l'interviewait, il a déclaré, ah, vous croyez que les Américains ne tuent pas également? Ce sont des choses qui sont tabous aux États-Unis. Dire que les Américains font certaines choses qui sont contre la moralité, tout ça, on ne le dit pas. M. Trump le dit. Et je crois que c'est pourquoi il y a cet antagonisme de l'establishment contre M. Trump. On se rappelle également quand M. Trump était dans les primaires électorales, quand il est devenu président, il avait déclaré à tous les républicains qui étaient là, je sais parfaitement que vous êtes tous corrompus parce que vous essayez de me corrompre également, vous me donnez de l'argent. Donc il y a quelque chose de M. Trump qui est un peu étonnant et qui c'est pas quelque chose que les Américains, surtout l'establishment, aiment écouter. Je ne crois pas que M. Trump sera l'allié de M. Poutine. Je crois qu'il y aura peut-être des meilleures relations, mais ça c'est à voir. Et du côté des Russes, quand on les entend parler, ils disent que ce soit Biden, que ce soit Trump ou un autre, ce sera la même politique. Ils n'ont aucune idée de voir un changement considérable avec M. Trump. Ce qui pourrait changer, c'est la position avec l'Europe et la position avec l'OTAN. Là, c'est plus compliqué. Parce que M. Trump ne veut pas payer pour la défense de l'Europe avec des dollars américains. Yeah. Si l'OTAN doit survivre, je crois que l'OTAN devra changer et ce changement serait que les Européens mettraient beaucoup plus de leur argent dans la défense européenne et mettre beaucoup plus d'argent dans la défense européenne en achetant des armes américaines. Ça, je crois que c'est ce que M. Trump voudrait. Merci beaucoup, Robert Fatton, d'avoir été le dernier grand invité, je pourrais dire, de ce mois de janvier, peut-être le 6e. Vous avez clôturé la série pour nous. Et pour une expérience politique, je sais qu'une année électorale, une année présidentielle, c'est comme une année de Coupe du Monde, comme fanatique de football. Donc je suis sûr que vous allez en jouir pendant cette année avec tout ce qu'il y a de primaries ou encore des caucus jusqu'à cette grande finale le 5 novembre prochain. Bonne année 2024. Bonne année 2024 et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec Radio Métropole et ça me donne de bons souvenirs des années 70 quand j'étais justement reporter sportif à Métropole. Merci. Alors à la prochaine. Merci bien. Voilà, chers amis, ça a été un grand plaisir d'avoir été avec vous pendant 6 émissions, les grands rendez-vous. Donc, on va certainement continuer pendant l'année, mais on se verra, on espère, l'année prochaine, en janvier 2025, pour les grands rendez-vous économiques. Ciao, à la semaine prochaine.